5h55 à Abidjan, mesdames et messieurs, bienvenue. Bernard Dadié a dit que le bonheur, pour être bonheur, doit forcément être surprise. Eh bien, nous espérons que tout au long de ce mois de décembre qui commence, nous aurons à vous proposer de très belles surprises et que la vie tout court sera pavée de surprises très agréables. Merci d'être avec nous. Et puis, moi, ce n'est plus une surprise, c'est toujours un bonheur d'être en sa compagnie. Bonjour Alix. Bonjour Marco, bonheur partagé, en tout cas d'être avec vous aussi à la maison, chaque jour du lundi au vendredi dès 5h55, heure d'Abidjan et partout dans le monde. Merci en tout cas, on espère que le week-end se sera passé comme vous le souhaitez. Oh, et nous aujourd'hui, on aura bien sûr à égrener un chapelet d'émissions. On va dire de beaucoup de choses à vous proposer. Alors aujourd'hui, au sommaire... Au sommaire, on aura, ma très chère Alix, l'employabilité, la sécurisation de l'emploi. Est-ce que l'emploi est une donnée vraiment solide, efficace et bien implantée dans nos pays? Est-ce que l'emploi est menacé ou bien comment faire en sorte que cet emploi-là soit préservé et que le taux de chômage diminue le plus possible? Mais à côté, nous aurons aussi... À côté, nous aurons bien sûr Instant Vérité aujourd'hui avec... un invité. Gabriel Zani se fera fort de recevoir pour vous un expert dans son domaine et bien sûr pour parler d'actualité. L'actualité, bien sûr, aujourd'hui c'est la journée internationale des personnes handicapées. Nous recevrons quelqu'un avec qui nous allons plancher sur le sujet et les problématiques afférentes à cette thématique. Adama Ouattara donc, est le PCA de la PHCI. Avec lui, nous parlerons de l'actualité, du présent, du passé, surtout du futur des personnes donc, dites handicapées dans notre pays. Est-ce que ces personnes bénéficient de moyens adéquats afin de s'épanouir? Est-ce qu'aujourd'hui, être handicapé relève du détail ou il y a toujours des personnes qui sont stigmatisées? Autant de questions qu'on aura tout au long de ce rendez-vous. Voilà, ce sont des informations qui fusent et qui fuseront dans cette émission avec Régis Kofi pour les 3 flashs Ivoire, Afrique et Inter. Et bien sûr, Ange-Patrick Eolier dans la revue de presse. On n'oublie pas également la météo et bien sûr le point route. On va voir un peu ce qui se passe au niveau donc, des principales artères de notre capitale administrative. Aujourd'hui, nous fêtons Saint-François-Xavier. Ah oui, Saint-François-Xavier est fêté aujourd'hui 3 décembre 2018 et tous les 3 décembre de chaque année. Donc les prénommés Saint-François, c'est votre jour, c'est votre fête. À côté, on a les Galgans, les Galgano, les Sophonies, les Savières, les Aviers et les Aviers. Et encore, voilà. Bonne fête. Et puis la citation du jour, nous avons ouvert avec une citation de Bernard Dadié. La citation du jour émane donc de Nelson Rulala Mandela, homme d'État, président, personne qu'on ne présente plus. Ben oui. L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres, qualités à la portée de toutes les âmes sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. Autrement dit, vous avez tout ce que vous avez dans la vie de façon matérielle, mais si vous n'avez pas toutes ces qualités-là, on peut dire simplement que vous ne valez rien du tout. Voilà. En tout cas, le message, on espère qu'il n'est pas tombé dans l'oreille des sourds. Tout de suite, on part pour notre première plage d'information avec le Flash Ivoire, Régis Kofi. Bonjour Alix et Marco, madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans cette édition. La Côte d'Ivoire assure la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Le pays compte mettre l'accent sur la paix et le dialogue. Dans notre série de reportages consacrés justement à ce mandat de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, focus sur la création des Nations Unies avec Kolo Koulibaly. C'est en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, qu'est née la Société des Nations, une organisation internationale permanente pour trouver des solutions pacifiques aux conflits entre États. En février 1945, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique s'entendent pour mettre fin à la SDN au profit d'une nouvelle structure. C'est alors qu'est instituée l'Organisation des Nations Unies le 24 octobre 1945, à la suite de la ratification de la Charte par 50 États. La nouvelle institution internationale doit garantir la paix et la sécurité dans le monde après la Seconde Guerre mondiale. Le premier secrétaire général de l'ONU est Trivli de la Norvège. Aujourd'hui, l'institution est à son 9e dirigeant, Antonio Guterres.
Mais avant lui, 2 Africains ont occupé ce poste. L'Égyptien Boutros Boutros-Ghali, le 6e secrétaire général de l'ONU de 1992 à 1996, et Kofi Annan, le 7e, de 1997 à 2006. Le diplomate ghanéen, décédé en août dernier, a reçu le prix Nobel de la paix en 2001. Il a réussi à insuffler une nouvelle vie à l'organisation. Aujourd'hui, les Nations Unies comptent 193 États membres, dont la Côte d'Ivoire. Le pays adhère à l'organisation le 20 septembre 1960, soit 45 jours après son accession à l'indépendance. Par une diplomatie axée sur la recherche de la paix et du dialogue, la Côte d'Ivoire est élue à 2 reprises au Conseil de sécurité 1964-1965 et 1990-91 en qualité de membre non permanent. Des succès diplomatiques de Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la République. Le pays a aussi présidé la 49e session de l'Assemblée générale de l'ONU en 1994. Depuis le mois de janvier 2018, la Côte d'Ivoire siège au Conseil de sécurité de l'ONU pour la 3e fois. Cerise sur le gâteau, elle en assure la présidence tout au long de ce mois de décembre 2018, ce qui lui permettra de renforcer sa contribution à l'édification de la paix dans le monde à travers cet organe de décision de l'ONU. Le succès diplomatique de la Côte d'Ivoire a été enclenché par le président Félix Houphouët-Boigny, qui a fait de la paix une philosophie. En 1973 et 1983, Félix Houphouët-Boigny a été reçu respectivement par les secrétaires généraux Kurt Waldheim et Javier Pérez de Cuellar. Dans sa délégation, son ministre des Affaires étrangères, Siméon Aké, et le représentant de la Côte d'Ivoire à l'ONU, Essi Amara. Des actions poursuivies par l'actuel chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, qui soutient que la sécurité et la paix dans le monde sont essentiels pour le développement des États. Un véhicule a été intercepté avec à son bord 97 blocs de cannabis par la direction de la police des stupéfiants et des drogues. Cette drogue était en provenance de Noé Abou-Sanogo. Ce véhicule a tout l'air d'un véhicule en règle, disposant de toutes ses pièces afférentes. Et pourtant, il ne l'est pas. Il contient des colis suspects. Repéré au niveau du grand carrefour de Koumassi en provenance de Noé, par les hommes de la direction de la police des stupéfiants et des drogues, il sera suivi et intercepté au niveau du carrefour d'Agban dans la commune d'Adjambi, en passant par le 3e pont. Une première fouille ne laisse rien transparaître. Mais les fins limiers de la police des stupéfiants et des drogues conduisent le véhicule à leur base pour une fouille plus minutieuse. Tous les sièges seront démontés. Ils découvrent une plaque métallique disposée sur toute la largeur du véhicule, comme s'il venait de faire une tôlerie, derrière laquelle se trouve une cache. Ce bas de caisse à double fond sera éventré. À l'intérieur sont dissimulés 97 blocs de cannabis qui venaient alimenter le marché. La suspecte, une récidiviste en la matière, qui n'a pas pu tromper la vigilance des éléments de la police des stupéfiants et des drogues, n'avait que ses yeux pour pleurer. Trop tard pour les regrets. Elle et son complice répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Ouvert le 29 novembre dernier, la 3e édition du marché ivoirien de l'artisanat MIVA se tient à l'Eden Golf Hotel. Plus de 300 stands attendent les visiteurs. Des milliers d'articles artisanaux et des produits alimentaires du riche patrimoine culturel ivoirien et des autres pays africains sont exposés. La semaine nationale de l'inclusion financière a pris fin samedi dernier. Elle a été marquée par plusieurs activités, dont la campagne de sensibilisation à l'attention des étudiants. Le constat, c'est que le taux d'inclusion financière concernant les jeunes est faible. 29% des jeunes ont accès aux services financiers. Le prix à la pompe de l'essence super sans plomb est passé de 640 francs CFA le litre à 630 francs CFA, soit une baisse de 10 francs CFA. Le prix du gasoil, lui, reste inchangé à 610 francs CFA. Et puis terminons ce point d'information par cette triste nouvelle dans la famille des comédiens ivoiriens. Le célèbre animateur comédien Brahima Sidibé, alias Bulldozer, est décédé le samedi 1er décembre autour de 23 h, selon plusieurs sources. Il a été percuté par un camion.
Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 6h30 pour un autre développement de l'information. Merci beaucoup, Régis Kofi. Merci. Et nous joignons vraiment à vous pour souhaiter nos condoléances les plus attristées à toute la famille biologique et toute la famille culturelle donc, de Bulldozer. Il était avec nous à l'entame de cette nouvelle saison de Matin Bonheur. Il nous a aidés en tant que comédien dans le spot annonce de notre émission. Et c'est avec un cœur serré que nous avons appris la nouvelle de sa disparition. Franchement, toute la radiodiffusion télévision ivoirienne et puis la rédaction en chef de Matin Bonheur souhaite adresser ses condoléances les plus attristées à sa famille. Franchement, paix à son âme. Et nous allons poursuivre aussi cette vie, voilà, parce que c'est aussi ça, le cours de la vie, on va dire, la dualité qu'il y a entre la tristesse et la joie. Nous, on va maintenir encore cette joie-là, parce que voilà, c'est la mission que nous sommes assignés. On vous offre maintenant du sport avec le coach Niamke Cyril. Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous me dites aujourd'hui si je vous dis qu'on s'entraîne avec 2 bouteilles d'eau? 2 bouteilles d'eau. On avait déjà fait un circuit une fois avec une bouteille d'eau. Cette fois-ci, c'est avec 2 bouteilles d'eau. Donc, c'est des exercices simples. On va aller à 4 exercices que vous pouvez répéter plusieurs fois si vous voulez. On va vous faire une répétition comme démonstration pour chaque exercice. On va aller pour 12 répétitions. Donc, premier exercice, je me tiens debout avec mes 2 bouteilles. Je le mets de chaque côté de mon corps. Je lève les bras. Je monte sur la pointe des pieds et je redescends. Je contrôle la descente. D'accord? Je gagne mes abdos. 5, 4, 3, 2, 1. On vide l'air. On monte sur la pointe des pieds et on redescend. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 2 répétitions. 11. Une dernière. Parfait. On va mettre maintenant les 2 bouteilles au niveau des épaules, donc proche de vos oreilles. On va descendre en squat. Vous avez la possibilité de faire vos squats sur un support. Ça peut être une chaise, un banc, les rebords d'un lit, tout ce qui est support où vous pouvez vous asseoir. D'accord? Jambes écartées à la largeur des épaules. On descend en squat, on voit les genoux vers l'extérieur. Et quand on se redresse, on pousse vers le haut. On redescend les bouteilles, on redescend en squat. On pousse, on se redresse. Un mouvement dynamique et légèrement explosif. On redescend. 3 répétitions et on enchaîne. 4. N'oubliez pas qu'il faut descendre les bras avant de descendre les jambes. Descendre les bras d'abord, on descend les jambes. 5. On remonte. 6. On remonte. 7. On remonte. 8. Là, on travaille les bras, plus les épaules et les jambes. 9, 10, 11, une dernière, et 12. Parfait. On va aller au sol, se coucher sur le dos avec les 2 bouteilles, fléchir légèrement les jambes, poser les plats du pied au sol, monter le bassin au maximum, tendre les bras. Donc on travaille en isométrie, on travaille les fessiers, l'arrière des jambes et un peu la poitrine et les bras. Donc on va fléchir les bras, pousser comme si on va applaudir, coller les bouteilles, écarter les bras, pousser et revenir. D'accord? Allez, 1, 2, 3, 4. Vous devez sentir un peu le dos. 5. Mais c'est un peu comme du gainage, le fait de monter le bassin. 6. Ça n'a pas être une mauvaise douleur, vous devez sentir une contraction. 7, 8. N'oubliez pas d'expirer à la montée. Quand vous poussez, 9, 10, 11 et 12. Parfait. Dernier exercice. On va se lever. Faire une fente arrière. D'accord? Une fente arrière, c'est ça. Et pendant la fente arrière, on va tendre les bras vers le haut. D'accord? Je mets les jambes, je mets en diagonale que vous me voyez mieux. Je le mets devant, que vous me voyez mieux. Les jambes au même niveau. Je vais faire un mouvement. Je vais faire 2 mouvements en un. Donc je vois ma jambe loin derrière, je tends les bras vers l'avant. Ce qui me permet de stabiliser si c'est mes abdos. Je me redresse. Pensez toujours à fléchir la jambe qui est derrière en premier, maintenir la position et redresser.
et on se redresse. 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'oubliez pas de bien gagner le ventre, c'est très important. 9. Et vous concentrez sur le mouvement. 10. Encore 2 répétitions. 11. Et 12. Parfait. N'oubliez pas les abdos. Je mets un exercice en bonus pour vous. On va travailler les abdos, mais cette fois-ci debout. On va attraper la bouteille des deux côtés, serrer avec les mains, se mettre sur le côté. Donc on tourne toute la partie haut du corps. On garde les pieds au même niveau. On tourne toute la partie haut du corps. On monte les bras. On change de côté. On dépose la bouteille de l'autre côté et on alterne en mouvement très rapide pour travailler la taille. 5, 4, 3, 2, 1 avec une rotation. On vide l'air. 2, 3, 4, 5, 6. Donc toujours la bouteille monte au milieu au maximum, bras tendus. 9, 10, 11 et 12. Tout ça pour vous montrer qu'on peut s'entraîner avec des accessoires qui ne sont pas forcément des haltères ou des équipements de sport, des équipements de gym. On peut s'entraîner avec tout, il faut juste être créatif et avoir des mouvements corrects. Donc, hydratez-vous aussi, c'est important. Je fais un peu la pile de l'eau, mais c'est très important de boire de l'eau, c'est très important de s'hydrater pour avoir une belle peau, bon, pour se sentir bien en général. Donc prenez soin de vous et on se revoit dans pas longtemps. Bonne journée, au revoir. Avec de l'eau, c'est original ça, hein? Oui. C'est original. Ben oui, en plus, l'eau est source de vie, donc il faut en consommer. Ça remplace les haltères et puis voilà. C'est pratique. Et c'est 1,5 litre maximum par jour. Voilà, par jour. à Ne consommer. pas être hydraté. Quand vous sentez que votre cœur, vous avez des palpitations, il faut boire de l'eau. Des fois, c'est signe de déshydratation. Donc, il faut faire attention. L'eau, c'est important. Il ne faut pas seulement attendre d'avoir soif pour boire. Il faut boire, avoir toujours de l'eau, comme Alix qui réclame toujours de l'eau au bureau. Notre carton d'eau, notre carton d'eau. C'est pour s'hydrater, bien s'hydrater, voilà. Alors, 3 décembre, c'est aujourd'hui, et 3 décembre, il y a eu bien des événements, Marco. Absolument, le 3 décembre 1970, la naissance d'un champion du monde, Monsieur Christian Carambeu, footballeur français que vous apercevez maintenant sur votre petit écran qui célèbre 1 an de plus. Lui, on n'a pas sa photo, mais il a célébré 1 an de plus il y a quelques jours seulement. C'est DJ Brico, le DJ spécial de Doug Saga, et nous lui souhaitons également joyeux anniversaire, parce qu'après, on peut souhaiter joyeux anniversaire, mais pas avant. Voilà. Après, c'est possible. Et 3 décembre, aujourd'hui, 1974, Marie Drucker, journaliste et animatrice de la télévision française, elle célébrait et elle célèbre aujourd'hui 1 an de plus. Voilà, visage très connu, et puis bon, on a le logo de sa chaîne. Le jour de l'anniversaire d'Alix, on espère que France 2 va la montrer également, parce que nous, on le fait. Oui. Mais oui, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Et puis, dommage, mesdames et messieurs, nous ont quitté un 3 décembre en 2004, le mathématicien, grand mathématicien chinois, donc Xing Shen, donc c'était 3 décembre 2004. Et puis voilà, il est né le 26 octobre 1911. Et autre date, on va dire noire, du 2003, David Hemingway, acteur britannique. Il est né en 1941, 18 novembre précisément. Il décédait un 3 décembre 2003. Et puis quelques événements importants qui auront marqué donc un 3 décembre, la première, mesdames et messieurs, la première opération, la première greffe d'un cœur humain. C'était le 3 décembre 1967 et c'était en Afrique, oui, en Afrique du Sud. Des chirurgiens d'un hôpital du Cap donc procèdent à la première greffe d'un cœur humain. 3 décembre 1973, la sonde Pionnière 10 effectue le premier vol au-dessus de la planète Jupiter. Comme quoi, nous sommes peut-être scrutés de là-haut. Coucou à vous tous. Coucou, hein, si vous nous regardez de là-haut. Et puis, bon, on va regarder également de là-haut, mais de notre siège de Matin Bonheur, un endroit magnifique de notre pays,
Ça s'appelle Mankono. C'est un endroit sympathique. On salue tous ceux qui viennent donc de Mankono qui nous regardent ce matin. C'est principalement les personnes d'ethnie Koyaka. C'est ça, ça, exactement. Les Koyaka, nous les saluons très très fort. Les beaux-parents. Koyaka, Maoka oui, bon. Aussi. Donc les Koyaka, les familles Fofana, Karamoko, tout ça. Kayuko, il y a beaucoup de familles. Oui. C'est la belle famille, voilà. Direction. On profite pour saluer également M. Fofana Mamadou du côté de Paris et puis voilà, son épouse, voilà. Et merci toutes les beaucoup. épouses. Et toutes les épouses, hein, soit dit en passant. Mankono, on va parler d'une explication du jeu, le Tchan, un jeu entièrement, strictement, délibérément réservé aux femmes. La preuve, regardez. Jouer. Vous voyez, il y a des vieilles femmes, il y a des jeunes dames, il y a des jeunes filles, même les petites filles même on peut jouer ça. Hein. C'est un jeu de distraction. Pour se distraire. Et c'est une fois par an que ça pousse. Celui qui ne connaît pas ce jeu-là peut venir à Mankono pour que nous l'apprenons. Ce n'est même pas difficile. Vous venez, vous asseyez. Bon, tu es là, tu constates. Chacun va dire voilà mon si, voilà mon foie, voilà mon dieu, voilà mon diagbe, voilà mon taux. Mais tu peux dire aussi voilà mon taux. Tu tries, tu mets dans la boîte, comme elle est en train de faire la fille, tu es en train de ramasser mon foie pour mettre dans la boîte. Et quand elle va jouer tout à l'heure, et que le foie se met au bout du bois, c'est que j'ai gagné. Mais d'autres même ont la chance, tu peux gagner, une seule personne peut gagner tout ça là. Souvent même il y a la bagarre. Parce que moi je vais dire oui, ça là c'est pour moi. L'autre va dire non, c'est pour elle. Donc vraiment ça distrait. Après, on est ensemble. On ne se frappe pas, mais on discute. Voilà, ça c'est le bois dont je parle. Voilà la calebasse. Vous mettez dedans, on l'attrape et que vous voyez, si je souhaite que mon foie gagne. Quand on dit foie, mon foie, pardon. Vraiment, il crie, on crie même. On dit pardon, vraiment, que Dieu fasse que je gagne. Mais souvent, malheureusement, c'est pas toi. Voilà. Voilà. Non, ça, on dit que quelqu'un parmi nous n'a pas porté caleçon. Donc, ça que... On reprend encore. Voilà, je souhaite que mon foie se mette sur la boîte, sur le bois. Voilà, j'ai gagné. Bravo, j'ai gagné. J'ai gagné. En tout cas, l'Afrique regorge de beaucoup d'atouts. On a de bons jeux chez nous. Hein. C'est ça. C'est intéressant. On va faire un jour ce jeu-là. Et pourquoi pas, et puis initiation peut-être en académie chez les tout-petits à ce genre de jeu plutôt important. que et c'est avec des noix de karité. Des noix de karité que ça se joue. C'est très intéressant. Bon, hormis certains mots qu'on a entendus, en tout cas, c'est bon. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, effectivement. Allez, il est 6h18 partout en Côte d'Ivoire. Mankono aussi, justement, et également dans le studio B, le studio Marie-Thérèse Péchaud qui va vraiment entendre frémir, résonner la belle voix de Ange Patrick Eolier dans le cadre de... La revue de presse. Bonjour Alix, bonjour Marco, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous parlerons de la disparition et de l'inhumation de deux poids lourds du Front populaire ivoirien FPI. Côte d'Ivoire, décès de l'universitaire professeur Siri Bailly, vice-président de l'ASCAD. La triste nouvelle vient de tomber ce dimanche 2 décembre 2018, titre Fratmat Info. Selon le site du quotidien pro-gouvernemental ivoirien, c'est à lui que devait revenir la lecture de l'hommage de Laurent Gbagbo à Sangaré. Hélas, regrette le site, le professeur Siri Bailly, malade, n'a pu prendre part à la cérémonie de l'ultime voyage de son compagnon de lutte au sein du Front populaire ivoirien, FPI. L'Infodrome, lui, croit savoir les raisons de son décès. Le professeur Siri Bailly a été foudroyé, écrit le site d'information comme Marcel Gossio le 23 octobre dernier par un accident vasculaire cardiaque et le confrère de faire remarquer qu'en l'espace d'un trimestre, le parti de Laurent Gbagbo perd coup sur coup
4 de ces barons, à commencer par le professeur Raymond Abondori, décédé d'un arrêt cardiaque le 8 septembre, suivi de Marcel Gossiot, de la même manière le dimanche 21 octobre, au lendemain de l'inhumation du premier cité, un scénario quasi identique à celui du professeur Siribaï, tombé le lendemain des obsèques du professeur Aboudraman Sangaré, lui aussi décédé le samedi 3 novembre 2018, soit 2 semaines après Marcel Gossiot. Toujours dans l'actualité locale ce matin, l'inhumation de Aboudraman Sangaré est aussi abordée par plusieurs rédactions. Selon Soir Info, Pro-Gbagbo et partisans de Afis s'empoignent à la morgue. Le quotidien explique que des militants ont été refoulés au cimetière. Levée de corps et inhumation de Sangaré samedi, que d'émotions et de douleurs, titre LG Info à sa une. Ce journal bleu revient par ailleurs sur la levée en la mémoire du disparu vendredi à la place Figayo à Yopougon. L'atmosphère qui a prévalu au cimetière de Williamsville et les remerciements de Laurent Gbagbo aux Ivoiriens pour leur mobilisation sont aussi à découvrir dans ce journal ce matin. Le quotidien d'Abidjan dévoile en une: les Ivoiriens marchent 20 km pour enterrer Sangaré. Refermons cette revue de presse par les Royaumes-Unis où, selon plusieurs études, un tiers des enfants trouvent que leurs parents passent un peu trop de temps sur leur téléphone. Eh bien, devant cette situation, un restaurant a décidé de priver ses clients, en l'occurrence les parents et leurs enfants, de leur smartphone une fois dans leurs locaux, et ce, afin de les obliger à se parler. Un excellent moyen de passer du temps ensemble, a déclaré le responsable de l'établissement. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et à demain. Merci Ange-Patrick et Oli. En tout cas, belle astuce de ce restaurant-là, parce que de plus en plus, nous sommes, on va dire, accrochés à nos différents canaux et la vraie vie se passe ailleurs aussi également. Alors Marcelin, nous allons recevoir avec beaucoup de plaisir parler d'infosécurité. Voilà, la route fait tellement de dégâts, il faut prévenir et se prémunir en tout cas de tout ce qui est astuces et indications pour rester en sécurité. On part pour le jingle et M. Paul Ekou est déjà installé. Monsieur Paul Ekou, bonjour. Bonjour. Alors, quand on doit... À quel moment exactement il y a un bon vieux débat sur la ceinture de sécurité? Il y en a qui disent que quand on est au volant, mais jamais il y a beaucoup de mythes et légendes là-dessus. Alors, quand doit-on porter la ceinture de sécurité en réalité? Dites-nous tout et tout. Merci beaucoup. Le port de la ceinture de sécurité est une obligation légale. Mais avant, peut-être que pour faire tomber certains préjugés, j'ai donné peut-être un chiffre. Il a été démontré par une étude américaine qu'à 30 km/h, une femme enceinte qui subit un choc a 70% de chances de sauver la vie de son bébé si elle a attaché correctement sa ceinture de sécurité. Donc, au-delà même de l'obligation légale, il faut reconnaître à la ceinture de sécurité un outil de préservation de la vie des passagers, des occupants d'un véhicule. Chez nous, malheureusement, notre loi il est encore en arrière. La ceinture de sécurité doit être portée pour les passagers, pour les occupants des sièges avant du véhicule. Là où la législation dans le monde essaie d'évoluer à un siège, une ceinture de sécurité. Et donc, on doit porter la ceinture de sécurité dès lors qu'on est en situation de conduite, qu'on soit à vive allure ou en roulant lentement. À tout moment où on est dans la voiture, on doit attacher correctement sa ceinture de sécurité. Voilà. Là, vous avez spécifié pour les occupants des sièges avant. Mais derrière, généralement, on voit des vidéos. Quand le choc, il y a un accident, c'est plus ceux de derrière qui se retrouvent devant. Exactement. Toujours selon des études, en cas de choc, roulant à 50 km/h, la masse corporelle est multipliée par 20. Et donc, c'est une erreur de croire que parce qu'on a un siège en avant, on va être protégé. C'est ce que je disais tout à l'heure, notre législation est restée un peu en arrière. La loi doit obliger tous les occupants à porter correctement la ceinture. Depuis 1981, nous, notre loi impose qu'on mette des ceintures en arrière, mais on n'impose pas qu'on le porte. On impose que, par exemple, dans les véhicules de plus de 9 places, on n'ait que des ceintures au siège avant, alors qu'il y a des mini-cas de transport qui imposent aussi qu'on mette des ceintures sur tous les sièges. Donc, c'est pas... Bon, pour une fois, moi, je dirais, il ne faut pas se limiter à la loi. Il faut porter la ceinture de sécurité, quel que soit le siège qu'on occupe dans le véhicule, parce qu'on est soumis aux mêmes risques. Quand bien même on pense qu'il y a un airbag, il faut quand même porter sa ceinture de sécurité. Alors, c'est bien. Moi, vous dites qu'il y a selon une étude américaine, je suis d'accord. Mais je vais dire,
par rapport à nos spécificités, l'OSER dit quoi? Parce que c'est l'Office de sécurité qui est chargé de réunir des données au niveau de l'accidentologie. Est-ce qu'il y a des spécificités dans notre pays? Est-ce qu'on a des statistiques émanant de l'OSER sur le port de la ceinture de sécurité ou pas? Est-ce que ça implique comme données? Est-ce qu'on a ça? Avec l'OSER, on n'a pas de données officielles. Mais nous, par exemple, à ActuRoute, on fait des recherches. On se rend compte que beaucoup d'Ivoiriens n'aiment pas porter la ceinture de sécurité. Franchement, contrairement à d'autres raisons, beaucoup d'Ivoiriens n'aiment pas porter la ceinture de sécurité pour des raisons qui ne se justifient pas. Il y a seulement quelques exceptions. La loi autorise, exonère le port de la ceinture de sécurité lorsque la situation sanitaire ne le permet pas. C'est-à-dire contre indication médicale. On a un médecin qui vous a autorisé à ne pas porter la ceinture de sécurité. C'est le même médecin qui vous autorise à passer le permis de conduire. La loi ne permet pas de faire porter la ceinture de sécurité à quelqu'un dont la morphologie ne supporterait pas le choc ou peut-être ne permettrait pas d'attacher correctement la ceinture. En pratique, un enfant de moins de 10 ans, il faut éviter de le mettre devant pour mettre la ceinture parce que la ceinture ne sera pas correctement portée. Allez-y. Allez-y. Parce que la ceinture ne sera pas correctement portée. Ainsi de suite. Et puis, d'autres exceptions, ce sont les chauffeurs des véhicules prioritaires comme les ambulances, les pompiers, les policiers, parce qu'ils doivent réellement descendre à tout moment. Les chauffeurs aussi des véhicules de livraison. Mais à part ça, tout le reste, on est obligé de porter la ceinture de sécurité. On n'a pas vraiment très important. Très important, on va y revenir. On va y revenir, Alix, avec votre permission, bien sûr. Mais avant, nous avons... Mais avant, Régis Kofi nous retrouve pour le Flash Afrique. Mais ce sera la météo tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Un début de matinée dominé par des réductions de visibilité du fait du brouillard sera sur les régions du centre et du sud forestier. Cette situation pourrait évoluer par la suite pour faire place à un temps partiellement nuageux et ensoleillé. Sur les régions du littoral, on aura un ciel nuageux avec une légère sensation d'air relativement sec, notamment sur le littoral est. Quant aux régions du nord, elles seront toujours sous le contrôle des vents d'harmattan et de nombreuses particules de poussière en suspension dans l'air. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 26 degrés à Abidjan, 26 à Adiaké, Bondoukou 25 degrés, Boaké 25 degrés, Daloa 24 degrés, Dimbokro 25 degrés, Gagnoa 24 degrés, Korogo marquera 21 degrés, il fera 19 degrés sur la ville de Mont, Odiéné 20 degrés, les villes de San Pedro, Sassandra et Tabou marqueront respectivement 25 degrés et à Yamoussoukro il fera 23 degrés. L'après-midi sera largement dominé par le soleil sur l'ensemble du pays. Cependant, au milieu ou en fin de période, des nuages à caractère orageux seront présents sur les zones du sud, avec des averses de pluie, notamment sur le littoral ouest et le sud forestier. La bande centrale sera partiellement nuageuse, avec des intrusions d'air sec, notamment sur la région de l'est. Le nord sera sous le contrôle d'un temps chaud et sec, avec de nombreuses particules de poussière dans l'air. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 32 degrés à Abidjan, à Diaké 32, il fera 35 degrés à Bondoukou, le mercure affichera 32 à Boaké, Daloa marquera 33 degrés, il fera 34 degrés sur la ville de Dimbokro, Gagnoa 32 degrés, Korogo 35 degrés, 32 degrés à Mont, Odiéné marquera 34 degrés, il fera 31 degrés dans les villes de San Pedro, Sassandra et Tabou, et Yamoussoukro marquera 32 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous. Bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité africaine. Au Burundi, l'ancien président Pierre Buyoya a réagi au mandat d'arrêt lancé par les autorités actuelles du pays contre sa personne. L'ancien chef de l'État estime qu'il s'agit d'une nouvelle manœuvre de diversion visant à faire oublier les questions douloureuses non résolues.
Dans une interview accordée au journal belge Le Soir, le président congolais Joseph Kabila s'est exprimé sur le processus électoral en cours dans son pays et sur son avenir après la présidentielle du 23 décembre. Joseph Kabila se dit confiant pour le bon déroulement des élections. Ce seront les meilleures élections que ce pays aura connues depuis 1959, a-t-il déclaré. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall s'est engagé à amener le pays plus loin et plus haut lors de son investiture par la coalition présidentielle pour l'élection du 24 février, alors que ses principaux rivaux sont hors course pour raisons judiciaires. Dans la rue, les enfants n'hésitent pas à venir tâter les bras d'Iron Bibi. Ce colosse burkinabé d'1,90 m pour 180 kg est une star internationale des sports de force. Jeune, Cheikh Ahmed Alassane Sanou était la risée des enfants dans la cour de l'école en raison de son poids. Aujourd'hui, son gabarit est un atout. Reportage. 180 kg, 1,90 m, 63 cm de tour de bras. Cheikh Ahmed Alassane Sanou, dit Iron Bibi, est l'un des athlètes les plus forts au monde. Il est originaire de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Actuellement, je suis reconnu comme l'un des plus forts quand il s'agit de la force des épaules. Et c'est dur pour quelqu'un de m'arrêter dans cette épreuve. Sacré champion du monde de log lift en soulevant 213 kg avec ses épaules, la corpulence d'Iron Bibi n'a pas toujours été facile à vivre, surtout auprès de ses camarades d'école. Très souvent, les gens de cette corpulence, ils sont violents. Ils tapent les enfants. Mais lui, au contraire, il est très gentil, très doux. Ça fait que souvent, les enfants se moquaient de lui. Aujourd'hui, Iron Bibi inspire de nombreux jeunes. Abdul Razak a 12 ans. Il s'entraîne dur auprès de son mentor. J'aimerais suivre Iron Bibi, son exemple, pour faire le même parcours que lui. Lorsque la star revient au pays, les Burkinabés l'accueillent en héros. Iron Bibi souhaite développer de nombreux projets. Mon principal projet au Burkina Faso, c'est de créer un centre sportif pour tous les athlètes, pas juste dans mon domaine, et aussi pas juste à Bobo-Dioulasso, partout au Burkina Faso. Et aussi mettre en place des compléments alimentaires, parce qu'il y a une carence de protéines ici. Le prochain défi d'Iron Bibi n'est pas à prendre à la légère. Il veut battre le record du monde de log lift en soulevant 228 kg. En bref, 2 avocats égyptiens ont porté plainte contre l'actrice Rania Youssef pour incitation à la débauche après qu'elle ait apparu sur un tapis rouge dans une robe en partie transparente. La célébration du centenaire de la naissance de Nelson Mandela a réuni hier à Johannesburg plus d'une dizaine d'artistes venus honorer la mémoire de l'ancien président de l'Afrique du Sud. En ouverture, les musiciens Wizkid et Femi Kuti se sont produits au stade de Johannesburg devant des milliers de fans. Beyoncé et Jay-Z, Tiwa Savage, Usher étaient aussi au programme. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure à 7 h. Voilà, c'était une grande fête au FNB Stadium avec du monde. Vraiment, il a mérité ça. Bel hommage, oui. Justement. On va parler tout à l'heure des gilets jaunes. Cette couleur dans qui l'actu fatigue. inter. Oui, les gilets jaunes, tout à l'heure. Tout à l'heure. Mais à 7 h. La CAN retirée au Cameroun, c'est une effectivité. Oui, c'est officiel. La CAN a été retirée au Cameroun. Le Cameroun qui n'était pas vraiment préparé, vraiment prêt à accueillir la CAN. Donc la CAN a été retirée au Cameroun. Merci beaucoup. On attend encore le nom du prochain pays qui habitera cette CAN 2019. Les tractations se poursuivent en ce moment. Merci Régis pour ces compléments d'infos. Régis que vous retrouverez exactement à 6h57, juste après la pub pour la dernière salve du JT. Le Matin Bonheur qui continue maintenant, n'est-ce pas, Alix Kokola? Ben oui, on parle toujours de sécurité et sécurité routière. Monsieur Paul Éco est resté en notre compagnie. Alors, on parlait bien sûr du port de la ceinture, spécifiquement pour les différentes catégories. On parle du port pour les enfants. Au niveau des âges, c'est défini parce qu'on a les sièges auto pour les bébés. Exactement. Voilà. Il n'y a pas d'âge pour le port de la ceinture pour un enfant. Il y a seulement la morphologie à surveiller. Okay. Généralement, cette morphologie est atteinte à l'âge de 10 ans. C'est-à-dire que quand vous installez votre enfant, il doit avoir les pieds, tu touches le plancher
et le bassin. On a une image là en face, voilà. Du siège. Pour illustrer ce que vous dites là. Mais dans ce cas, quand il est plus petit, il faut qu'il soit assis dans son siège auto. Plus petit, c'est-à-dire, vous avez dit qu'il n'y a pas... En dessous de 10 ans, il y a des rehausseurs ou il y a des sièges auto. Oui. Soit s'il est plus petit, c'est un siège auto. S'il est un peu plus grand, c'est un rehausseur pour qu'il puisse avoir le bassin là où il faut laisser la ceinture passer. Il n'y a pas d'âge en tant que tel. Mais comme je le disais tout à l'heure, si c'est le cas, il faut éviter de mettre l'enfant devant. Même quand bien même il aura la ceinture. Parce que souvent, c'est l'un des risques. En cas de choc, il est capable de passer entre les ceintures et la bande. Les lanières de... Alors, Monsieur Ekou, j'aimerais savoir, par exemple, est-ce que des agents de l'ordre, des forces de l'ordre peuvent siffler, par exemple, intercepter une voiture où il y a un nouveau-né qui est dans la main, justement, le siège. Il y a sans ceinture, il n'y a rien, pas de siège bébé. Est-ce que c'est... Exactement, c'est la conséquence même du non-respect pour la ceinture de sécurité. Porter la ceinture de sécurité signifie que la lanière vous passe totalement sur le corps. Donc, il n'y a pas de contact avec un autre objet ou un bébé. Donc, il est à éviter, il est à proscrire même parce que, comme je le disais tout à l'heure, à 50 km/h, la masse corporelle est multipliée par 20, le bébé va peser plus lourd. Aucune force humaine ne pourra vous empêcher de retenir votre bébé en cas de choc. C'est une infraction aussi. Lorsque vous êtes assis avant ou même dans le véhicule sans le siège auto du bébé, il y a une infraction. D'accord. Et ici, la loi nous dit quoi? Il faut absolument avoir un siège auto parce qu'ailleurs, c'est comme ça. Juste à un certain âge, tous les enfants doivent être dans leur siège auto. Combien de véhicules en Côte d'Ivoire qui ont des sièges auto? Notre loi n'a pas spécifiquement réglementé. Ici, on pense que ça fait effet de mode. Voilà. Mais les conventions internationales le prescrivent. Malheureusement, les conventions internationales ne définissent pas les peines applicables. Notre loi n'a pas vraiment réfléchi dessus, n'a pas vraiment dit quelque chose comme on le fait en France, en Belgique, où on vous impose d'utiliser un rehausseur ou un siège bébé en cas de transport d'enfants. Il y a certaines législations qui vous obligent à signaler qu'il y a un bébé à bord. Donc on est un peu en arrière, on est un peu en arrière, on est un peu en retard par rapport à cette législation. Et ça nous fait du mal. Ça nous fait beaucoup de mal. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, de faire un stage à Lozère en 1997. Jeune étudiant, j'ai vu qu'il y a des données pas possibles, données en accidentologie, tout ça. Il y a énormément d'informations, mais c'est pas... Il faut que ce soit distillé, quoi. Il faut qu'on donne à cet organe les moyens de vraiment communiquer, pas seulement pendant qu'il y a les fêtes ou bien à la veille des fêtes, quoi. Il y a énormément de données à Lozère, les données accidentologiques de la Côte d'Ivoire depuis la création de bonnes analyses également. Exactement, je pense que je vous rejoins totalement. Il va falloir faire beaucoup de support, de communication là-dessus. On peut même faire juste des simples prospectus pour qu'on l'ait, parce qu'on a tendance à croire que c'est par effet des mots, comme elle a dit, mais c'est par effet de la loi. Mais évidemment, c'est pour sauver des vies. Je pense que s'il y a des informations, il faut toujours les circulariser. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. J'espère que vous allez garder la forme. Je ne sais pas comment vous faites pour être là tous les matins. Mais on est mué par l'amour et puis voilà, c'est la grâce de Dieu et puis l'amour de servir nos téléspectateurs. Mais on vous l'a donné, c'est l'amour des téléspectateurs, donc il faut en avoir. Alors, nous, on part maintenant, Marco, pour une autre destination. Lundi Motivation, vous le savez, ce moment qu'on vous permet, qu'on vous montre, l'univers dans lequel on vous envoie pour vaincre ce qu'on appelle la terrible maladie de la semaine, la lundiose. Après, nous aurons le grand plaisir d'avoir notre journaliste préféré, à part le flash, donc Gabriel Zani, qui va dans Instant Vérité recevoir pour vous M. Joseph Martial Aipo, président de l'Union des anciens de la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, UNAFESI. Le sujet, tout un programme. Que cache l'Union des anciens de la FESI? Gabriel Zani est déjà là, elle est déjà prête, la tête dans ses papiers, et vraiment, on aura une émission très intéressante. On lui fait confiance tout à l'heure. Lundi Motivation en attendant. Restez motivé. Vous pouvez réaliser beaucoup plus que vous ne supposez. Vos possibilités et vos potentialités sont illimitées. 7 principes pour garder toute votre semaine à haut niveau. Conseil en or numéro 1, partez gagnant. En toute situation délicate ou bien de défi à relever, il est très important de partir gagnant, même si cela n'assure pas à 100% le résultat désiré. Parti gagnant donne 100 fois de chance que le contraire. Conseil en or numéro 2, être en état fécond. La façon dont vous vous posez vous-même les questions détermine votre état d'esprit. Soit vous vous sentirez en situation dévalorisante, soit en situation de force. Tout va dépendre de l'état de conscience dans lequel vous êtes. Conseil en or numéro 3, confiance absolue.
Rien n'est impossible dans monsieur sans niveau élevé de confiance en soi. La confiance et l'estime de soi ne sont pas innés. Ce sont deux attributs qui s'acquièrent avec quelques changements d'attitude au niveau mental et comportemental. Conseil en or numéro 4. Mettez-vous en régime mental positif. Or, il est vital d'adopter une attitude mentale positive pour avancer vers vos priorités et votre objectif. Ne laissez pas les pensées négatives et les idées pessimistes vous envahir. Réagissez en reprenant aussi souvent que nécessaire le contrôle de votre mental. Les plus grands leaders l'affirment avec force. Le mental est la clé pour réussir. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans Matin Bonheur. Vous êtes dans Instant Vérité. Il y a seulement une semaine, des anciens leaders de la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, ont créé l'UNAFESI, Union des anciens de la FESI. Leur vision, créer un cadre de réconciliation interne et d'unité selon Martial Aipo, le président de l'association. Mais pour certains observateurs de la vie politique ivoirienne, la création de l'UNAFESI n'est pas anodine. Cette institution, cette organisation intervient un peu trop tard, mesdames et messieurs, 28 ans après la naissance de la FESI en 1990. De plus, elle naît à 2 ans de la présidentielle de 2020 et des anciens leaders de ce syndicat d'étudiants sont montés en puissance dans la sphère politique. À ces réflexions, Martial Aipo précise, l'objectif de l'UNAFESI n'a rien de politique. Alors, dans ce cas, est-il nécessaire de créer une association des anciens de la FESI pour de simples retrouvailles? La politique n'aura-t-elle pas encore raison, une fois de plus, de cette union que cache exactement, mesdames et messieurs, l'UNAFESI? Pour répondre à ces questions et enrichir le débat sur le sujet, nous recevons à Instant Vérité Joseph Martial Aipo, enseignant-chercheur à l'Université de Bouaké, président de l'Union des anciens de la FESI, UNAFESI. Et vous avez été le premier secrétaire général de la FESI, n'est-ce pas? Alors, bonjour Martial Aipo. Bonjour. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la FESI, est née à la faveur du multipartisme en 1990. Alors, il s'agissait pour les étudiants à cette époque-là de lutter pour réclamer leurs droits, n'est-ce pas? Alors, 28 ans après, pensez-vous que cet objectif a été atteint? Bon, disons que la FESI, moi je tiens d'abord à vous remercier pour cette invitation. Juste vous éclaircir sur un point, c'est la FESI qui déclenche la procédure de mise en place du pluralisme parce que nous naissons une semaine avant. Et donc, c'est à cause de la FESI que le gouvernement, à cette époque-là, déclare que le consensus étant rompu, il était mieux de revenir au pluralisme politique. Donc, nous sommes, d'une manière ou d'une autre, la légitimité du pluralisme. Oui, d'une manière ou d'une autre, ça a été atteint, puisqu'aujourd'hui, il y a la pluralité au niveau des opinions, des organisations, et certainement que le point d'achoppement que nous avons aujourd'hui, c'est la gouvernance électorale qui reste à régler et le reste sera fait. Alors, mais est-ce que la FESI, c'était au préalable le pluralisme d'expression ou encore de pensée? Ce n'était pas pour lutter pour de meilleures conditions de vie, d'apprentissage des étudiants? Non, disons que nous avons créé le mouvement pour une raison simple, c'est que nous n'étions pas satisfaits de nos porte-paroles qui étaient ceux du mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, qui était la section du parti au pouvoir à cette époque-là. Certainement parce que leur approche de la question de l'éducation ne nous satisfaisait pas. Donc, il fallait d'abord exister. Et donc, on a eu à créer l'organisation pour faire la rupture institutionnelle. Et puis ensuite, on a posé le problème. Et pendant ces 28 dernières années, en tout cas, quand nous étions responsables du mouvement, on a eu des grands acquis, la suppression du probatoire, si vous voulez, un certain nombre de choses que, bon, il serait un peu long à énumérer ici. Alors, vous avez eu des acquis, c'est vrai, mais ce que l'on retient de la FESI généralement, c'est la démarche de revendication. Alors, ce qui reste dans l'esprit des uns et des autres, c'est la violence, c'est les casses et tout le reste. Alors, ils sont nombreux, effectivement, à dégriller cet état de fait. Alors, est-ce que les méthodes de la FESI, si vous le permettez, sont dignes d'une association, mais d'un syndicat d'étudiants?
Bon, je ne sais pas de quelle méthode vous parlez, hein, mais en tout cas, quand j'ai été secrétaire général, je ne crois pas avoir été celui qui a utilisé la violence par principe. Nous avons eu à revendiquer et bien sûr, comme c'était dans un contexte qui était spécifique à la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de possibilité d'avoir un discours autre que celui du parti au pouvoir. Bien entendu, le gouvernement a pris des mesures qui déplaisaient, mais qui étaient celles que le gouvernement considérait être utiles. Et nous aussi, nous avons montré notre capacité de résilience. Oui, voilà. On a vu votre capacité de résilience, on l'a vu dans les classes. Nous aussi, on a été étudiants, on a vu, on est passé par la période, comment le dire dans le jargon ivoirien, de machettage. Non, on a vu cela. Non. Alors, est-ce que ça, ces méthodes-là... Vous êtes en train de parler de l'histoire. Voilà, vous êtes en train de parler de ces 28 ans. Mais cette histoire-là, elle est perpétuée. Elle est perpétuée, cette façon de faire de la FESI. Ça, tous les Ivoiriens peuvent être unanimes sur la question. Non, je ne crois pas. Moi, je ne suis pas de votre avis, par exemple. Dans l'unanimité, il faut y mettre une petite limite. Mais je reconnais qu'effectivement, à un certain moment de l'histoire du mouvement, il y a eu des dérives que nous-mêmes, nous avons condamnées, que nous avons combattues. Comme vous le savez, il y a eu des tendances dans le mouvement, parce que le mouvement est transversal, il est traversé par beaucoup de courants idéologiques et politiques, et donc c'est normal qu'à un certain moment, il y ait des frictions. Mais à la décharge de la FESI aujourd'hui, comme vous le constatez, le jeune qui est arrivé depuis 2014, Assi Fulgence Assi, connu sous le nom d'Afa, il a fait un travail extraordinaire, il a recadré les gens, et je pense que le mouvement aujourd'hui... En même temps, il a recadré les gens, mais il y a comme vous avez dit, il y a des dérives qui demeurent. Est-ce que le combat n'est-il pas biaisé, finalement, le combat de la FESI? Bon, je pense que c'est un ensemble qu'il faut prendre comme ça, et il faut le voir dans la durée. Voilà. D'accord. Alors, 28 ans après la FESI, donc 28 ans plus tard, vous créez l'UNAFESI. L'UNAFESI, avec vos anciens camarades de lutte, on se demande pourquoi faire finalement? Bon, disons qu'on a eu des cas dramatiques ces dernières années. Le maréchal Dué, en 2017, a fait 10 jours de coma. Et c'est un de nos jeunes camarades qui s'appelle Makoy, qui a dû faire un appel à l'ensemble des camarades sur toute l'étendue du territoire pour cotiser. Et puis nos camarades médecins qui sont venus intervenir aussi dans la procédure. Il y a eu ce genre de cas. On a eu notre camarade Chantal Leba qui est parti rejoindre le Père Céleste dans des conditions dramatiques. Et donc, tout ça, à la faveur de ces événements, nous avons considéré que certainement qu'il était un peu aujourd'hui temps que nous nous regroupions et que nous voyons dans quel cadre créer justement un esprit de solidarité institutionnelle. Voilà, alors, pour éviter l'isolement qui pourrait être et qui a été fatal à beaucoup d'entre nous. Bien, il y a un terme assez intéressant, un esprit d'isolement, lutter pour éviter un esprit d'isolement, n'est-ce pas? Absolument. Donc pour la solidarité. Absolument. Alors, en même temps, je me pose des questions. Vous n'êtes pas demandeur, Marcel Aïpo, vous n'êtes pas demandeur, vous êtes professeur, vous êtes chercheur, enseignant à l'université de Bouaké. Oui, absolument. Il y a certains membres de la FESI qui ne sont pas vraiment demandeurs, qui ne souffrent pas. Bon nombre de la FESI ne souffrent pas. Il y a Blé Guirao qui vient d'être nommé président du CRU. Il y a Guillaume Soro, oui, DG du CRU, et Guillaume Soro qui est le président de l'Assemblée nationale. Il y a Konaté Seriki aussi qui est ministre. Voilà, vous ne souffrez pas. Donc, de quel esprit de solidarité parlez-vous? Mais justement, vous voyez un peu les principaux dirigeants. En 90, moi-même qui vous parle, je n'étais pas demandeur puisque j'étais un enfant de la présidence. Mais il y avait la nécessité de l'organisation de faire en sorte que les revendications du peuple, des étudiants et des élèves soient entendues par le président. Et je me suis mis à la disposition de l'équipe pour travailler. Aujourd'hui, nous ne sommes pas les hirondelles qui vont faire le printemps, dans la mesure où la plus grande masse des camarades sont encore dans le 2000 ans. Et beaucoup sont restés derrière. Voilà. Mais vous pouvez les aider. Alors, 28 ans... On les aide en étant organisés. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, je vous donne un cas précis, lorsqu'il y a un cas de deuil, comme ce qui s'est passé il y a juste la semaine dernière, on fait des cotisations et on aide le camarade ou la camarade qui est concernée. Donc, alors, 28 ans après, vous créez donc l'UNAFESI. Alors, certains observateurs de la vie politique pensent que cette association-là vient quand même un peu tard quand même. Non, disons que, comme on le dit,
toute chose concourt à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la vie de ceux qui l'aiment. Rien n'est tard, parce qu'il y a beaucoup de nos amis qui sont aujourd'hui dans des situations et qui ont besoin du soutien de l'ensemble de tous les camarades. Alors, donc, ce soutien de l'ensemble-là, il vient en même temps, c'est vrai, comme vous le dites, ce n'est pas trop tard, mais il vient en même temps, il est trop proche aussi de 2020. Il est trop proche de 2020, à 2 ans de la présidentielle. Donc, vous avez quitté la FESI en 1993, je passe votre contrôle, voilà ce qui vous concerne. Alors, pourquoi remettre le couvert aujourd'hui avec l'UNAFESI? Parce que justement, on est dans les besoins. Dans quel besoin êtes-vous? Est-ce que vous avez besoin d'une reconnaissance politique, vous, à Ipo? Est-ce que Guillaume Soro en a besoin? Non, mais justement, c'est parce que ce n'est pas politique. C'est parce que c'est strictement social, c'est strictement convivial. Et puis, c'est une volonté manifeste des uns et des autres de créer, si vous voulez... Vous savez, notre mouvement a tellement produit des cadres et a été traversé par toutes les crises. Et les crispations, en tout cas, tout ce qu'il y a comme problème dans le pays, nous le vivons au quotidien. Vous savez, pendant des années, les uns et les autres ne se parlaient pas. C'est à la faveur du décès d'un de nos amis du Messi, justement, Djajan, que nos camarades nous ont invités et qu'à partir de ce moment, nous avons considéré qu'il fallait, si nous sommes solidaires des camarades du Messi, pourquoi ne pas créer un cadre pour nous aussi? Bien. Voilà. Donc, c'est vraiment ces circonstances. Voilà, mais je repose la question autrement. Alors, vous coalisez, je pèse bien mes mots, vous coalisez à 2 ans de la présidentielle. Je pense que le mot est assez lourd. Non, il n'est pas lourd. Il n'est pas lourd, il vaut son pesant d'or, voilà. Alors, donc vous coalisez à 2 ans de la présidentielle. On est en droit de penser que l'un d'entre vous veut se présenter à la présidentielle de 2020. Non, je pense que ce que vous oubliez, c'est que Théo Henry, un des nôtres, a été l'un des tout premiers à être candidat en 2010. Et donc, ce n'est pas le premier. Connaissant les ambitions, mais connaissant les ambitions de chacun d'entre vous, on est en droit de le penser. Non, disons qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'ordre du jour, dans un premier temps. Nous sommes en train de voir mais ça le sera. Les anciens qui se sont entre-déchirés pour 1000 raisons peuvent ne serait-ce que vivre ensemble. Vous savez, la première rencontre des secrétaires généraux a été l'occasion d'une explication franche entre les 2 camarades, Digopieux, Jean-Yves, et le président actuel de l'Assemblée nationale. Ça a été houleux, mais vraiment houleux, mais à la fin, je pense que nous tous, on s'est embrassés. Et on a vécu cette situation-là. Alors, c'est cette image-là que vous voulez... Exactement. Bien. Exactement. Alors, on va être beaucoup plus précis sur la question. Oui. Alors, on vous soupçonne, voilà. Je préfère dire les mots qu'on m'a dit, qu'on m'a donné de vous poser, voilà. On vous soupçonne de rouler pour l'un d'entre vous. Pour être clair sur la question. Non, vous savez, moi, je viens de rendre momentanément mon tablier en tant que président de l'Union pour le développement et la liberté. Justement, ça pose des interrogations quand même. Non, justement, parce qu'il faut... En tant que premier leader, comme je l'ai fait en 90, j'étais membre fondateur du Parti socialiste ivoirien et Bama Mourifere. Mais dès que j'ai été mis à la tête du mouvement, je me suis séparé de la direction et je me suis consacré exclusivement à la FESI. Donc, dans le mouvement, il y a du tout. Il y a du FPI, il y a du RDR. En même temps, vous ne répondez pas à la question. Non, ce que je suis en train de vous dire simplement... on va aller directement à la question. Non, je vous dis simplement... On vous soupçonne de rouler pour l'un d'entre vous. Oui, c'est ce que je vous dis, que ce sera compliqué d'un point de vue structurel, de rouler pour quelqu'un dans la mesure où nous sommes composites et nous sommes pluriels. Et nous sommes dans une dynamique de réconciliation. Rouler pour quelqu'un, ce serait éventuellement insulter l'intelligence des uns et des autres qui ont quand même de l'expérience et qui sont, comme vous l'avez dit, des cadres de haut niveau au plan politique. Des cadres de haut niveau et qui sont tous aussi, permettez-moi l'expression, présidentiables, qui peuvent se présenter. Alors, mettons-nous dans une hypothèse. L'hypothèse selon laquelle l'un d'entre vous, donc de l'UNAFESI, se présente à la présidentielle. Quelle sera votre position? Moi, je pense que notre position sera claire. De la même manière qu'il se présente, il va avoir à faire un appel à l'ensemble des Ivoiriens. Et donc, dans ces conditions-là, s'il demande, ce sera un débat qui sera ouvert. Parce que le principe à la FESI, c'est d'abord le débat. Et donc, je ne crois pas que l'organisation en tant que telle pourrait être la plateforme. Individuellement, bien entendu, certains peuvent se décider, mais en tant qu'institution, ce sera difficile qu'elle prenne position puisque ce n'est pas dans ses prérogatives. Alors donc, vous n'allez pas soutenir l'un de vôtres si jamais cette personne... L'institution UNAFESI, oui. L'institution UNAFESI est différente
des composantes individuelles. Mais en même temps, vous voyez? en même temps que vous dites que l'institution UNAFESI est différente des composantes individuelles, vous quittez votre parti politique, l'UDL, que vous avez fondé. Non, vous quittez la présidence, pardon, la tête. Absolument. Voilà. Et, que vous avez créé en 2006 pour vous consacrer uniquement à l'UNAFESI. On ne comprend pas pourquoi. Oui, parce que vous voyez, quand vous êtes dans un ensemble composite comme celui-là, il y a beaucoup de suspicions, il y a beaucoup d'idées qui passent et il est important d'être à équidistance de toutes les chapelles qui pourraient éventuellement porter à interprétation. Il y a quelque chose que vous ne nous dites pas ce matin. Je suis vous ne dites pas la vérité. Non, vous ne voulez pas nous dire la vérité. Je suis droit dans mes bottes et je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis que l'UNAFESI est une plateforme de solidarité, de convivialité et surtout de réconciliation entre nous, les FESIS, qui avons été les acteurs principaux de la crise en Côte d'Ivoire. Bien, nous sommes vraiment tenus par le temps. Nous aurons, dans d'autres circonstances, le temps vraiment d'en parler amplement. Merci. Alors, Martial Aïpo, je rappelle que vous êtes le président de l'UNAFESI, de l'Union des anciens de la FESI. Vous étiez précédemment le président de l'Union pour le développement et les libertés, UDL. Vous êtes aussi enseignant-chercheur à l'Université de Bouaké. Merci pour votre contribution. Donc, à Instant Vérité, c'est la fin de cette rubrique. Restez avec nous sur RTI1, Macro et Alix pour la suite du programme. Mais tout de suite, c'est la publicité. C'est l'heure de l'actualité internationale. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition. Les représentants de près de 200 pays se sont retrouvés hier en Pologne pour 2 semaines de discussion dans le cadre de la COP24 destinée à surmonter les divergences politiques afin de lutter contre le réchauffement climatique en réduisant le recours aux énergies fossiles. Plus de 65 000 manifestants ont participé à la plus grande marche pour le climat jamais organisée en Belgique. Dans une foule calme, les militants et de nombreuses familles avec des enfants tenant des pancartes ont scandé des messages demandant aux responsables politiques de faire plus pour assurer un avenir plus vert. Katowice, qui accueille la conférence climatique COP24, est l'une des villes les plus polluées d'Europe. Elle se situe dans le bassin minier de Silésie, où le charbon continue de faire vivre des milliers de familles et de tuer des mineurs. Reportage. 9 h du matin dans une mine de Silésie, fin de journée pour ces gueules noires qui ont passé la nuit à extraire du charbon 600 mètres sous terre. En Pologne, plus de 60 000 hommes travaillent dans les mines. Le charbon est la principale source d'énergie du pays et la région de Silésie en abonde. Bien que le travail soit dangereux et nocif pour la santé, la main-d'œuvre ne manque pas. C'est de famille. Mon père, mon grand-père étaient mineurs, alors moi aussi. C'est avant tout le salaire qui m'a motivé, car il est plus élevé que dans les autres secteurs. Il m'arrive d'avoir peur, mais c'est rare, et c'est une chose à laquelle on ne pense pas. Un mineur peut gagner jusqu'à 1 600 € par mois, 2 fois plus que la moyenne nationale. Il a aussi droit au 13e et au 14e mois, à 8 tonnes de charbon par an offertes et à la retraite pleine après 25 ans de travail. Mais les accidents sont nombreux, une vingtaine d'hommes sont tués chaque année. Le lien entre ceux qui travaillent dans les mines est très fort, et je peux dire sans hésiter que chaque mineur serait prêt à mourir pour son collègue. Agatha est veuve depuis 6 ans. À 8 mois de la retraite, son mari est mort dans un accident au fond d'une mine, laissant derrière lui 4 enfants. Depuis, la sécurité sociale verse au total 850 € par mois à la veuve et à sa dernière fille, encore mineure. Mais Agatha s'est sentie abandonnée. Lorsqu'il y a une tragédie collective, le président, le Premier ministre viennent. Ils sont attentifs, ils promettent des rentes spéciales et des aides financières. Mais lorsqu'une seule personne meurt, il n'y a qu'une ligne sur Internet, rien d'autre. Désormais, Agatha se bat pour que le statut des veuves et des orphelins de mineurs soit reconnu dans le droit polonais. Malgré tout, elle ne s'est pas opposée à la décision de ses 2 fils, devenus à leur tour mineurs. À Paris, en France, voitures et motos calcinées, vitrines de magasins défoncées ou constellées d'impacts de projectiles, mobilier urbain détruit.
Au lendemain des heurts entre policiers et manifestants, les touristes découvrent effarés l'étendue des dégâts sur l'avenue des Champs-Élysées. Le gouvernement veut surmonter la crise provoquée par les émeutes inédites qui ont secoué Paris samedi lors des manifestations des Gilets jaunes. Mais Emmanuel Macron a prévenu qu'il ne prendrait pas la parole dans l'immédiat. Un prêtre russe orthodoxe bénit le vaisseau Soyouz MS-11 la veille du décollage du premier vol habité vers l'ISS après le lancement raté en octobre avec à bord le russe Oleg Kononenko, l'américaine Anne McLean et le canadien David Sanjak. Voilà, c'est la fin de ce point sur l'actualité. J'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver demain dès 6 heures. Merci Régis. Merci. Bonne journée à vous, bonne semaine. À demain. Merci. Allez Alix, qu'est-ce qu'on a pour la suite maintenant dans le Money Time de cette émission? Le mot est sorti, voilà, c'est la thématique. Nous en sommes à la thématique aujourd'hui. On parle de l'employabilité, la sécurisation de l'emploi. Qu'est-ce que cela implique pour les travailleurs? Notre expert, monsieur Joseph Cassé, est avec nous. Mais avant, vous savez que nous avons un élément illustratif. Selon l'Organisation internationale du travail, l'employabilité est l'aptitude d'un salarié à trouver un emploi, à le conserver et à progresser en s'adaptant aux changements tout au long de la vie professionnelle. C'est un gage de réussite pour toute entreprise engagée dans la performance durable. Et c'est à l'entreprise de mettre à la disposition de ses personnels les outils permettant leur mobilité à travers notamment des programmes de gestion, des carrières ou de formation. Un ticket gagnant-gagnant, car bénéfique aussi bien pour le personnel que pour l'entreprise. La formation du personnel est très importante pour l'entreprise qui forme la personne déjà. Selon l'Organisation internationale du travail, l'employabilité... Nous sommes de retour en plateau. Voilà, nous sommes de retour en plateau. Visiblement, nous avons un petit souci technique, mais je pense que ça va se régler avec, bien sûr, la dextérité de Christelle Akoussa, qui est aux manettes de ce rendez-vous. On va repartir, Christelle. Dites-nous quelque chose. On va repartir pour... on va reprendre l'élément. Allez, on va reprendre l'élément dans quelques instants seulement. Je rappelle que nous avons sur le plateau M. Joseph Cassé, c'est un spécialiste avec beaucoup d'amis. Ils ont un groupe vraiment de personnes idoines et qualifiées en matière de ressources humaines. Aujourd'hui, employabilité et sécurisation de l'emploi. Le tout n'est pas de trouver un emploi, mais il faut le garder, faire en sorte qu'il nous fasse évoluer et soit aussi aller dans d'autres secteurs. Voilà, c'est de tout cela dont il sera question après cet élément qui vient maintenant. Selon l'Organisation internationale du travail, l'employabilité est l'aptitude d'un salarié à trouver un emploi, à le conserver et à progresser en s'adaptant aux changements tout au long de la vie professionnelle. C'est un gage de réussite pour toute entreprise engagée dans la performance durable. Et c'est à l'entreprise de mettre à la disposition de ses personnels les outils permettant leur mobilité à travers notamment des programmes de gestion, des carrières ou de formation. Un ticket gagnant-gagnant, car bénéfique aussi bien pour le personnel que pour l'entreprise. La formation du personnel est très importante pour l'entreprise qui forme la personne déjà, parce que la personne devient rentable pour l'entreprise. Et encore, c'est bon pour la personne, l'individu même qui se forme. Voilà, ça lui ouvre une vision très large des activités de l'entreprise et autres activités, si lui-même veut entreprendre aussi un jour. Étant donné que les activités de diverses horizons évoluent au fur et à mesure, donc il est toujours bien de former le personnel en fonction de la réalité professionnelle du moment. Toutes les entreprises sont appelées à cotiser au fonds, au FDFP. Voilà, et ce fonds-là donne la possibilité aux agents d'une entreprise donc, qui est à jour de ces cotisations là-bas, de faire subir à ces agents des formations. Voilà. Donc, déjà, c'est un droit pour l'agent d'être formé, mais moi je veux qu'on dépasse même cette question du droit. L'entreprise gagne en formant ses salariés. Comment l'entreprise gagne? Parce qu'un agent qui
va subir une formation, renforce donc ses compétences, donc ça accroît son rendement. Du coup, l'entreprise sortira gagnante. Accompagner un salarié à renforcer ses compétences permet d'accroître ses chances de conserver son emploi, mais aussi ses connaissances, qualifications et comportements permettant à l'employeur de juger de son potentiel. L'agent qui ne se forme pas, qui ne prend pas, qui ne met pas du soin dans son employabilité, qui ne se donne pas les chances de être vendable, être consommable, être employable sur le terrain, perd de la valeur. En perdant de la valeur, il met en péril son emploi. Puisque vous n'êtes pas sans ignorer que plus les années passent, plus la façon de travailler change. Nous sommes dans un monde qui est en perpétuel changement. Donc tout évolue. L'évolution faisant, on est obligé, en tant que personne humaine, de suivre cette marche-là. Donc, de réapprendre, de se mettre à niveau. Celui qui se contente du peu, il est vite dépassé. Dès l'instant où il est vite dépassé, il n'est pas sûr d'avoir toutes les chances de garder son emploi. Il se met dans une sorte d'insécurité d'emploi. La notion d'employabilité connaît aujourd'hui un vif succès auprès de divers acteurs de la vie économique et sociale, en particulier dans les domaines de l'emploi et des ressources humaines. Voilà, de retour sur le magnifique plateau du Matin Bonheur. On va tout de suite poser la question à notre consultant. Qu'est-ce que c'est que l'employabilité? En langage ivoirien, si on veut parler d'employabilité, c'est de se rendre vendable à tout temps sur le marché de l'emploi, que ce soit au sein de l'entreprise dans laquelle je travaille, comme dans toute autre entreprise du secteur du métier où je suis. Donc, être vendable à tout temps. À quoi ça sert? Alors, d'être vendable en tout temps. Être vendable à tout temps a une importance aussi bien pour l'entreprise que pour le salarié. Pour le salarié, ça permet au salarié d'anticiper sur les changements majeurs qui vont arriver dans le secteur dans lequel il évolue. Vous, Marcelin, vous travaillez dans le domaine de la communication. Vous êtes sans ignorer les différentes évolutions que ce secteur a connues et connaît aujourd'hui. Et donc, il vous faut être à tout moment vendable dans ce secteur avec ces changements. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut mettre votre compétence, vos aptitudes, vos connaissances, vos savoir-faire à jour à tout moment. Donc, ça y va de votre implication personnelle. Deuxième chose pour l'employé, il va pouvoir gérer les transitions professionnelles. Parce que l'entreprise dans laquelle vous travaillez peut partir en faillite. Si cette entreprise va en faillite, qu'est-ce que vous faites en tant qu'employé? Est-ce que vous êtes capable de rebondir? Et donc, votre employabilité va vous permettre de vous vendre, même si cette entreprise n'existe plus. Et troisième chose, il va vous permettre de développer vos propres talents. Vos propres talents. Donc ça, c'est ce que ça représente pour l'employé. Pour l'entreprise et l'employeur, c'est un moyen de pouvoir adapter la compétence de son personnel aux changements et aux différentes évolutions du secteur de métier dans lequel l'entreprise évolue, à tout temps. Et ensuite, ça permet d'accroître la productivité de l'entreprise parce qu'un employé performant est un employé qui produit du résultat et donc du chiffre d'affaires et de la renommée pour l'entreprise. Donc pour l'entreprise, ça a une importance. Troisième chose, ça permet de conserver les talents. Les talents. Et ça, c'est important. Qui a envie de perdre un talent qu'il a formé, qu'il a formaté au jour où on a besoin le plus de lui? Personne n'a envie de perdre des talents. Donc, cette politique permet à l'entreprise de garder les talents. Parce que ces talents savent qu'elles peuvent évoluer au sein de l'entreprise. Elles peuvent encore être utiles à l'entreprise. Et dernière chose, ça permet de fidéliser et donc de maintenir la motivation. D'accord. Là, on a parlé, on a bien compris, il faut être compétitif en tant qu'employé. À tout moment. À tout moment, on fait des mises à jour, être au fait de tout ce qui concerne notre secteur. C'est ça. Maintenant, la démarche à suivre progressivement. Quelle est la démarche à suivre pour l'employé et pour l'employeur? OK. Pour l'employeur, il s'agit de mettre en place un plan très clair. L'employeur doit savoir où il va en tant qu'entreprise. Quelle est notre vision stratégique? Et donc, l'entreprise va faire un état des lieux pour voir les compétences dont nous disposons. Est-ce que ces compétences nous permettent d'atteindre nos objectifs à terme? Okay? Je vais devenir le leader du secteur de la communication. Est-ce que les personnes que j'ai
ont les compétences pour me permettre d'être le leader de la communication en Côte d'Ivoire. Et donc, une fois que l'état des lieux est fait, je vais inventorier ce dont je dispose. C'est le bilan des compétences. Une fois que j'ai fini le bilan des compétences, je mets en place un plan d'action très clair. Le plan d'action va comporter la composante formation, va comporter la composante communication et information. Parce que vous allez former des gens à travers la structure comme l'appui du FDFP dont le reportage a parlé. Il y a également des fonds internes dans l'entreprise qui permettent de former. Il y a également le système de mentorat et de coaching en entreprise qui permet de former. Il y a également le fait de mettre des employés performants sur des missions exceptionnelles pour leur permettre de garder le niveau de motivation. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi cette possibilité pour l'entreprise de déployer son personnel dans des nouveaux projets. Donc, à terme, l'entreprise elle-même, elle a une partie active dans ce processus-là. Mais ça ne s'arrête pas à l'entreprise. Alors, il y a des entreprises qui également ont peur de former ou bien de donner de l'importance à certains de leurs agents, de peur que ces agents-là, peut-être sont susceptibles, peut-être un jour d'aller... D'être raflés par la concurrence. Et partis volontairement aussi. Ou bien il y en a aussi qui attendent que vous soyez raflés par la concurrence ou courtisés par la concurrence pour voir votre importance. Ça aussi, comment on peut faire... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire une entreprise doit être... le personnel d'une entreprise doit se sentir dans l'objet de l'entreprise. Et cela part de la définition de la culture de l'entreprise. Le problème n'est pas l'employé qui part. L'employé qui part devient un ambassadeur à la fin de la journée pour l'entreprise également. Si vous avez été formé par la RTI et que demain vous devenez un champion mondial de la communication, mais la RTI va être fière de vous, d'avoir été à l'origine de votre carrière. Normalement, donc, oui. Il n'y a pas en tant que tel de problème. Mais personne n'a envie de perdre des talents, encore une fois. D'accord. Là, c'est la démarche. Mais sur le terrain aujourd'hui, combien d'entreprises, dites-nous ce qui se passe, appliquent ce que vous venez de dire? Parce qu'après, des fois, on a des entreprises où la formation est sporadique, où c'est ciblé pour certaines personnes. Est-ce à dire que les autres employés sont susceptibles de partir ou d'être licenciés à n'importe quel moment? Additif à ce que ma collègue dit, c'est que c'est toujours les mêmes personnes qui vont en mission, c'est toujours les mêmes personnes qui bénéficient de véhicules, de ceci, de cela. C'est toujours une catégorie, un clan, un groupe de, je ne sais pas, peut-être... Cette vision de l'entreprise doit évoluer. Cette vision de l'entreprise, aussi bien une entreprise de service public qu'une entreprise privée, doit évoluer parce qu'une entreprise a besoin d'être équilibrée. Elle a besoin d'être équilibrée. Elle a besoin d'une secrétaire qui sait jouer son rôle. Et aussi bien qu'elle a besoin de managers qui savent jouer leur rôle. Et donc l'entreprise doit évoluer vers... c'est la culture de l'entreprise. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de discrimination à avoir. Tout le monde porte le fardeau du succès de l'entreprise. C'est quand vous parlez, on a l'impression que vous êtes un expatrié. Vous ne connaissez pas toutes les contingences que nous avons dans nos pays ici. Non, notre rôle au sein de cette émission, et c'est bien que la RT ou cette Lucan, c'est d'amener les entreprises vers les bonnes pratiques. Combien d'entreprises respectent ce que vous dites en Côte d'Ivoire ici, honnêtement? Parlons-nous franchement. Bon, les entreprises qui ne le respectent pas, elles feront face à la concurrence et elles vont perdre des talents, elles vont perdre des capacités d'être plus performants vis-à-vis de la concurrence. Et donc, si vous n'avez pas vous avez une entreprise qui n'est pas capable de garder des talents, vous allez former, reformer, reformer, reformer et reformer. Et il faut être formé également. Non, quand je dis former, ils sont formés non pas pour participer à la productivité de l'entreprise. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais les managers doivent être formés également pour gérer les talents, savoir les reconnaître. Parce qu'il y a des managers qui, quel que soit votre talent, ne vont jamais reconnaître ce que vous faites. Ce que vous dites est très clair et très, très intéressant parce que vous avez dans des entreprises des collaborateurs qui, sous le leadership de quelqu'un, sont... C'est quand ils s'en vont qu'on voit leur importance. Mais le jour que ces personnes sont là, on découvre tout à coup que le service devient bancal et là où l'employé est parti, il brille de partout. Donc, ça, c'est une perte sèche pour l'entreprise. D'accord. Là, nous avons aussi un devoir d'instruction. On va demander à vous, notre expert, comment devrait se passer tout ce programme-là au sein des entreprises par rapport à la formation, dans l'année, et voilà, en exercice, comment ça se passe? En exercice, après le processus de revue des performances qu'on appelle l'évaluation, normalement, tous les managers et les employés s'accordent sur un plan de développement personnel. Je dis que, OK, l'année prochaine, je dois être capable d'utiliser l'anglais comme outil de travail. OK? J'ai défini ça dans mes objectifs de développement personnel et mon manager l'a validé.
Donc, dans le plan global de formation de l'entreprise, ces besoins vont être captés et ceux des besoins qui rentrent dans l'objectif stratégique de l'entreprise, parce que c'est une affaire de budget. Il faut que votre formation ou votre développement rentre aussi dans le profil de la vision de l'entreprise. Un message, excusez-moi, c'est Matin Bonheur. Bien Un sûr. message. J'ai voulu faire une formation en chinois parce que je travaille dans le négoce, que c'est une langue qui est très usitée. Mon manager n'a pas voulu et à ma grande surprise, 2 mois après, il a été programmé pour une formation en Chine à ma place. Ça, c'est le mauvais manager. La justice divine. Parce que le mauvais manager, le bon manager doit développer ses employés, doit développer ses collaborateurs. Et ça, cet employé est capable de démissionner à la première opportunité qui va se présenter. Parce qu'il ne se sent pas concerné par l'entreprise. Et souvent, la direction générale donne carte blanche au manager, faisant confiance que ceci peut permettre le développement des collaborateurs. Mais à la Il y en a qui vérité, voient ça en jalousie. Voilà. Ils se disent, ces gars-là, si on les envoie en formation, ils seront trop dangereux, ils vont nous menacer, ils peuvent prendre notre place. Je vous assure que le succès d'un manager se lie dans la capacité grandir les autres. de ses collaborateurs. Et ça, le manager qui n'a pas intégré cela, il ne pourra pas se prévaloir de cette... ton papier là, je ne vais pas signer, tu vas voir, je ne vais pas signer ton papier. Le chantage, justement. Le chantage, tout ça. Ouais. On parle tout de suite, là, vous avez parlé de démission. Est-ce que c'est le seul recours? Comment l'employé peut, on va dire, se libérer de ce joug-là? Légalement. Légalement, oui. Bon, l'employé, malheureusement, dans plusieurs situations, se trouve dans la partie la plus faible du système. Malheureusement. Voilà, malheureusement. Et c'est pourquoi dans l'entreprise, il y a des représentations, par exemple la délégation du personnel, le comité d'entreprise. Donc, toutes ces structures peuvent être des outils de dialogue pour permettre à l'entreprise de prendre conscience de ses problèmes. Parce que c'est des problèmes structurels, c'est des problèmes de développement. L'entreprise doit en prendre conscience pour adopter un plan clair, pour garder la motivation du personnel. Marco et Alix, votre consultant est de bonne volonté, il dit de bonnes choses, mais il oublie une chose. L'homme noir n'est pas bien. Bon, ça, c'est pas... L'homme noir n'est pas bien. Ce qui se passe, il y a des choses qui se passent en entreprise qui ne sont pas bonnes. Chacun vient avec ses gars et quel que soit votre talent, vous êtes toujours talonné. Quand vous n'êtes pas là-dedans, dans le cercle, alors, dans les entreprises sur où le nous côté. évoluons, qui sont des entreprises d'exemple, il faut un plan clair, que le personnel sache que, par exemple, il y a de la mobilité interne qui est possible. La mobilité interne est possible. Et quand une opportunité d'emploi se présente, elle est publiée dans le site ou l'intranet de l'entreprise pour que tout le personnel, ceux qui ont des capacités, puissent saisir cette chance. Et donc, le taux de personnes qui ont été déplacées d'un poste à un autre, ou bien même d'une région de l'entreprise à une autre région, va mesurer la capacité de l'entreprise à déployer ce plan d'employabilité. D'accord. Monsieur Kassé, est-ce que les managers aussi n'ont pas besoin de psychologie aussi? Parce qu'un manager qui va, si on s'en tient à votre définition, qui va accepter que oui, que Alix parte en mission aux États-Unis, qu'elle ait de nouveaux atouts, un manager qui va voir ça dans le style, ça va arranger la chaîne, honnêtement. Ça n'existe pas. Non, c'est ce que j'ai dit. Comment ça devrait exister? C'est vous qui le dites. Quel est le mécanisme à mettre en L'entreprise place? n'est pas dépendante du bon vouloir ou du sentiment oui, de la normalement, personne. Ça, c'est ce qui est normal. Voilà. Mais nous savons tous que nous évoluons dans l'état de santé de nos employés. Oui, c'est dommage parce que nos entreprises gardent des tares que la société a malheureusement. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'aux États-Unis, quelqu'un qui a fait des études en management, en ressources humaines, réussisse et des gens qui sont allés faire des études majeures de leur promotion et qu'ils arrivent en Côte d'Ivoire, qui n'arrivent pas à se déployer. Nous sommes allés à un festival représenter notre pays et à notre place, au niveau des ingénieurs, c'était des secrétaires qu'on envoyait à notre place. Voilà. Et cela se passe de façon récurrente dans les entreprises. Quand il s'agit des grandes décisions, des grands voyages, il y a des gens que vous ne connaissez même pas, qui parfois même ne sont pas dans votre entreprise, qui vont à votre place. C'est frustrant. C'est mieux en cadeau pour certains. Oui, c'est mieux en cadeau, là où ça devait être un outil de motivation pour les personnes, pour des cadres ou des employés performants. C'est devenu un moyen de contenter des amis et c'est vraiment dommage. Moi, je voudrais vraiment que cette émission soit une lucane
pour donner des esquisses d'accompagnement sur les bonnes pratiques en entreprise, ce qui fait qu'une entreprise peut réussir, ce qui fait qu'on peut garder des collaborateurs performants, motivés et mobilisés. Et ça fait gagner de l'argent à l'entreprise. Ça fait gagner de l'argent à la fin de la journée à l'entreprise. D'accord. Et dans la même veine, est-ce que l'État, ou on va dire le gouvernement a légiféré voilà, là-dessus? Est-ce qu'il y a des lois? Les deux éléments sur lesquels je peux parler de législation, il y a la nécessité et l'obligation pour l'employeur de former son personnel à travers le reportage. C'est contraignant? C'est contraignant. Oui, il y a des fonds Toutes les pour ça. entreprises cotisent. Pour les entreprises privées, c'est 1,2% de la masse salariale et ces 1,2% servent à la formation de tout le personnel. Bon, tout le personnel. Ça se passe comment? Moi, j'ai besoin d'une formation. Je fais une demande. Votre besoin est exprimé. Les ressources humaines vont prendre le leadership pour capter tous les besoins en formation de l'entreprise. Ils vont monter un plan de formation qui est soumis à l'approbation du FDFP. Et une fois que ce plan est agréé et validé, l'entreprise va organiser l'exécution de ce plan en conviant les structures de formation ou bien vous envoyant en France, ou vous envoyant dans telle structure de formation. Et le paiement se fait par les deux structures, le FDFP et l'entreprise aussi qui contribue. Ça, c'est au niveau de la formation. Le deuxième volet sur lequel je pense que l'État a pris des dispositions pour lutter contre la précarité de l'emploi, c'est la nouvelle loi, l'article 15.8 du nouveau Code du travail, qui dit que pour un CDD qui se termine, pour lequel l'employé n'a pas la possibilité d'offrir un CDI, il va payer une prime qu'on appelle la prime de précarité de 3%. Et il y a une obligation aussi au sein des entreprises d'avoir un taux de CDD versus contre les CDI. Il ne peut pas avoir plus d'un tiers de CDD contre les CDI dans une entreprise. Donc, toutes ces mesures, je pense que c'est pour favoriser, pour lutter contre la précarité de l'emploi, pour que les employés soient engagés sur de plus long terme et participer mieux à l'objectif de l'entreprise. D'accord. On va parler maintenant de l'intervention de l'évaluation, hein, toujours dans le cadre du management. On sait que c'est bien organisé. À N+1, on note et ainsi de suite. Quand à la fin de l'année, les employés qui notent leurs différents responsables, il s'avère que tout le monde est unanime sur le cas du manager, il n'est pas performant. Il n'est pas performant. Dans son rôle de manager, il n'est pas performant. OK, si moi je suis un responsable de cette structure, qu'il apparaît très clairement qu'un manager, malgré qu'il est techniquement performant, il fait bien son travail technique, c'est-à-dire techniquement il est bon, mais sur le plan de la gestion des équipes et du personnel qui est sous sa responsabilité, ou bien sur le plan attitude, comportement, il a des tares, je vais mettre un plan individuel de performance sur ce plan précis-là par rapport au superviseur. Parce que autant je supervise des collaborateurs, il y a toujours quelqu'un au-dessus de moi. Voilà. Donc on le mettra sur un plan individuel de performance pour l'amener à corriger ça dans un délai bien donné avec des objectifs bien précis. Donc c'est un plan avec sursis. Hein, oui. Et généralement, quand on te met sur un plan individuel de performance, il faut attendre pour une entreprise sérieuse, si les choses ne sont pas corrigées, que le lendemain, on ait des motifs valables pour se séparer de toi. Monsieur Doumbia, question pratique également. Est-il normal que quelqu'un qui est à 6 mois de la retraite puisse bénéficier d'une formation? Ça a été le cas dans mon entreprise. Le monsieur était à 6 mois de la retraite et il allait au Japon pour 1 an. Est-ce normal et est-ce légal? OK. Tout dépend de l'objet de cette formation. Une entreprise qui pense que ses cadres ou son personnel qui va à la retraite a besoin d'accompagnement va initier un programme de formation pour que, à la fin de leur carrière au sein de la télévision, par exemple, ils puissent continuer d'être utiles. Ils puissent continuer. Ça aussi, c'est l'employabilité. Donc, il peut être consultant, il peut être un mentor pour les jeunes qui entrent à la télévision. Et donc, ça doit avoir un lien avec cette nécessité. Maintenant, s'il s'en va à la retraite et que c'est maintenant qu'on va aller le former sur les nouvelles technologies enfin, je veux dire, ça ressemble beaucoup plus à un cadeau. C'est obsolète, oui. Ça ressemble beaucoup plus à un cadeau. Et c'est encore des éléments de mauvaises pratiques, de management et de gaspillage de ressources. Quels sont les recours pour l'employé, par exemple, qui sent que vraiment on ne l'écoute pas? Par exemple, le cas de cette entreprise de négoce-là, où la dame a demandé d'aller en Chine, et 2 mois, le patron, le manager a refusé, et 2 mois après, c'est lui-même qui va. Il dit non, il dit qu'il ne savait pas que c'était juste un accident. Okay, quelles sont les voies de recours? Cette question ouvre aussi une possibilité pour le salarié. Parce que nous avons beaucoup parlé plus de la responsabilité de l'entreprise, mais je n'ai pas parlé de la responsabilité du salarié. Oui, c'est de part et parce que le salarié, lui également, il a un rôle prépondérant dans
dans son employabilité. C'est à lui d'identifier son futur professionnel. Et par rapport à son futur professionnel, il a en droit de se donner lui-même les moyens de bâtir son futur professionnel. Moi, je sais qu'au niveau des ressources humaines, on ne sera plus en train de recruter aujourd'hui en demandant des CV papier pour venir à mon bureau. Et donc, je sais qu'il y a des outils en ligne qu'on va utiliser pour le recrutement. Je sais que si je cherche des talents rares, il y a des ressources dans lesquelles je dois partir pour trouver ces talents rares. Et donc, je ne vais pas attendre que l'entreprise me forme. Je vais moi-même me donner les moyens d'acquérir ces capacités, ces compétences, pour que demain, je puisse me vendre au sein de l'entreprise. Donc, même étant dans l'entreprise, on peut envoyer des demandes ailleurs également aussi. Oui, vous pouvez le faire parce que, encore une fois, c'est la capacité d'un employé à garder, à rester dans un emploi bien donné au sein de l'entreprise ou hors de l'entreprise. À se projeter. Voilà, à se vendre en tout temps. Ça veut dire quoi? Vous devez être désiré par la RTI pour rester au sein de la télévision, mais vous devez aussi être courtisé par la concurrence. C'est là que vous vous sentez en capacité à tout moment de garder un emploi. OK, on a bien compris. Merci beaucoup à vous, M. Kassé. Je rappelle, il revient la semaine prochaine. Est-ce que vous pouvez revenir la semaine prochaine? Non, j'aime bien les... Mais oui, hein, c'est précis. C'est précis, on ne tourne pas. Vraiment, vous êtes... un expert. Vous êtes un expert. Merci. Alix, conclusion de cette émission. Merci en tout cas à notre invité et puis à tous les invités qu'on a reçus. Merci aussi à vous pour votre aimable attention. Et on se dit au revoir, sans oublier d'avoir une pensée pieuse pour notre cher comédien Buloder qui nous a malheureusement quitté le samedi dernier. Paix à son âme et condoléances à la famille. Merci.